Masechet Shabbat Daf Kuf Mem He, on va commencer par Kuf Mem Dalet Amud Bet, les 6 dernières lignes de la page. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Sochet Adam Eshkol Shel Anavim Letoch Kedera, Aval Lo Letoch Ke'ara. Ce sujet est évidemment la suite du traitement précédent, à savoir les dinim de Shita, l'interdiction de presser pendant Shabbat un fruit tel que des raisins, tels que les olives. Celui qui presserait des raisins ou des olives pour en extraire l'huile pendant Shabbat, il a commis l'infraction de dash, melechet dash. C'est quoi dash? C'est battre le grain. Les gerbes de blé, les épis, on devait les battre afin de séparer l'écorce du grain pour extraire le contenu du contenant. Alors, c'est le même esprit. Lorsqu'on va presser des raisins, c'est pour extraire le jus qui se trouve à l'intérieur du raisin. On va presser des olives, c'est pour obtenir l'huile d'olive. Eh bien, tout cela, ça s'appelle Mefarek Tolda Dedash. C'est la mlacha de Disha. Asur Minatora. Quel est le grand chidouche que nous enseigne ici Shmuel? C'est qu'il nous dit que parfois, c'est carrément permis de le faire, de presser des raisins, de presser des olives. Comment est-ce possible? Si le but, c'est d'assaisonner un plat qui se trouve dans la marmite, ce qu'on appelle kedera. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Sochet Adam, Shmuel nous enseigne que l'homme a le droit de presser Eshkol Shel Anavim, une grappe de raisin, les torch à kedera, à l'intérieur de la marmite, c'est-à-dire à l'intérieur du plat qui se trouve dans la marmite. Étant donné que l'objectif souhaité par ce pressage, c'est d'aromatiser et d'agrémenter, assaisonner le plat. Le plat, c'est du ochel. C'est quoi ochel? C'est un aliment solide. Alors, le jus qui va couler des raisins ou des olives, bien que la Gemara n'en ait pas parlé, on peut rajouter cette huile d'olive, eh bien, c'est pour rendre le solide meilleur. Donc, le liquide qui vient agrémenter le solide, étant donné qu'il est tafel, il est annexé au solide, c'est comme du solide. Alors, si c'est comme du solide, c'est pas du mashké. Alors, on n'a pas été mafri du mashké du ochel. On n'a pas séparé le liquide du solide. C'est comme si on avait pris du solide et on l'a coupé en deux. Je prends un fruit, un raisin, je le coupe en deux. Il n'y a aucun interdit. Avalo letoch hake'ara, mais pas dans une assiette vide. C'est comme ça que je traduis. Pas dans un plateau vide, pas dans une ke'ara qui est vide. Ça, c'est l'explication du Rov des Rishonim. D'après Rashi, il y a une autre interprétation, mais étant donné que dans la halacha, on ne retient que la shita des Rishonim, à savoir que si je presse un fruit tel que des raisins dans un verre vide, eh bien c'est pour le mashké, c'est pour le liquide, pour la boisson, c'est Asur Minatora. Et c'est de cela qu'il s'agit. Avallo les Tochake'ara. Par contre, dans la kedera, dans la marmite, on parle d'une marmite où il y a un plat, où il y a du ochel, c'est moutar. C'est pas seulement patour aval asur midera banan, c'est moutar complètement, afilo midera banan. Donc, il n'y a pas de différence entre kedera et ke'ara. La différence est de savoir est-ce que le jus va couler sur du solide, sur un aliment solide pour l'agrémenter ou pas. Amar Rafrizda. Rafrizda fait une déduction. Mais d'ivrei Rabbeinu nilmad. De cet enseignement de Rabbeinu, c'est-à-dire Shmuel, on en déduirait chez Holev Adam ez letoch kedera avallo letoch ke'ara. Qu'un homme aurait le droit pendant Shabbat de faire couler le lait
du pis de la chèvre directement dans une marmite où il y a un plat, mais pas dans une kéhara, une assiette vide, c'est-à-dire dans un récipient qui est vide. C'est toujours le même raisonnement. Le liquide, le lait qui sort du pis de la chèvre, on sait que pendant le Shabbat, c'est assour d'être holev, de traire le lait. Mais c'est seulement les Torah Kéhara, dans un récipient vide. Mais si c'est les Torah Kedera, si c'est dans un plat qui se trouve dans une marmite, donc c'est du solide, alors dans ce cas-là, c'est moutar. Holev Adam Ez, les Torah Kedera, avallo les Torah Kéhara. Alma Kassavar, Mashke Habala Ochel, Ochelu. En effet, Shmuel pense que c'est cela la halacha, que du liquide qui vient agrémenter le solide, c'est comme du solide. La Gemara va poser plusieurs questions à ce propos. Mativ Rami Barhama. Rami Barhama va objecter sur la base d'une Mishnah qui figure dans ma Sechet Taharot. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Zav, sheholev et ha'ez, ahalav tameh. Ve'i amart mashke habala ochalin. Ochel hu, bemay itkeshar. Alors, pour comprendre ce sujet, il faut rappeler des bases. On a eu l'occasion ces derniers jours d'expliquer tout cela. Alors, je vais le dire très succinctement, sans trop détailler. On a une halacha de Hersher les Kabel Tum'a, c'est-à-dire un aliment solide ne peut pas devenir tamé, même s'il était au contact d'une source d'impureté, qu'à condition qu'il soit préalablement mouillé. S'il a été mouillé à un moment donné, même si maintenant il est sec, mais une fois qu'on a cueilli ce fruit, cet aliment a été mouillé, eh bien même si après on l'a séché, gamarnou, désormais il est apte à devenir tamé, il est habilité. Mais tant qu'il n'a pas subi de mouillage, eh bien il ne peut pas devenir tamé. Cette halakha, évidemment, elle n'est applicable qu'au solide, pas au liquide, car le liquide n'a pas besoin d'être mouillé. Le liquide, c'est du liquide, donc il est par excellence mouillé. Le liquide est liquide. Donc, le liquide n'a pas besoin de préparation. Il est toujours habilité et apte à devenir tamé. Dès que le liquide était au contact d'une source d'impureté, il deviendra tamé, évidemment. Par contre, le solide, ça dépend. S'il a été mouillé, oui. S'il n'a pas été mouillé, non. Mais maintenant, écoutez le chidouche, et là, vous allez tomber des nues. Comment est-ce possible qu'un liquide ait le même statut qu'un solide et il ne deviendra pas tamé? Eh bien, si le liquide était là pour assaisonner un solide, un liquide qui est là pour assaisonner le solide, alors il devrait avoir un statut de solide. S'il a un statut de ochel et pas de mashke, alors il ne devrait pas devenir tamé. Il ne devrait pas devenir tamé au contact d'une source d'impureté. Et c'est là maintenant la question nucléaire de Rami Barhama. Rami Barhama va dire comment, Rafrizda, tu as pu faire dire à Shmuel que le lait qu'on a trait de la chèvre a un statut de liquide que si il coule dans un récipient vide. Mais si on a trait directement dans une marmite où il y avait un plat solide, alors c'est permis Shabbat de traire parce que ça ne s'appelle pas du liquide, ça s'appelle du solide. Alors dans ce cas-là, comment se fait-il que la Mishnah ait dit que si jamais l'homme qui a trait le lait de la chèvre était zav, c'est quelqu'un qui a eu un écoulement de gonorrhée, c'est une substance qui n'est pas comme le spermatozoïde qui est comme un blanc d'œuf, c'est plutôt une substance farineuse qui coule
même sans érection. En tout cas, cette maladie-là fait que cet homme est tamé. Le zav qui est tamé, il faut le savoir qu'il est métamé pas seulement bémaga, que s'il a touché l'élément, l'objet, mais même s'il a juste porté ou bien s'il a juste secoué. Il a été massite, il a poussé, il a bousculé l'objet. Même sans le toucher, il le rend tamé. Ce qu'on appelle behesset. Zav métamé behesset. Un zav, en lisant la Mishnah, Mativ Rami Bar Hama, zav, sheholev et ta'ez, un zav qui a trait le lait de la chèvre, a halav tamé, le lait est impur. Point à la ligne. Ça, c'est la citation d'un Mishnah. Regardez maintenant la déduction qu'il fait. Ve'i amart mashke habala ochel, ochel hu, bemai itkashar, bemai itkashar. Si tu me dis que le liquide qui a pour objectif d'agrémenter le solide, d'assaisonner le solide, alors ce liquide s'appelle solide, alors un solide ne devrait pas devenir tamé s'il n'a pas été mourchar, s'il n'a pas été habilité, s'il n'a pas été mouillé avant. Or, ce liquide n'a pas été mouillé. C'est-à-dire que le lait, étant donné que le lait qui sort du pis de la chèvre, c'est un lait qui a été directement vers la marmite, alors, pour quelle raison il deviendrait tamé, puisque c'est un ochel qui n'a pas été mourchar les kabel tum'a. Et qui nous dit qu'on parle de ce cas, du lait qui a été trait dans une marmite? Il n'y a pas écrit cela dans la Mishnah. Eh bien justement, comme il n'est rien écrit, la Mishnah a parlé de manière générale, sous-entendu que peu importe où est-ce que ce lait a atterri, dans un pot au lait qui est vide, ou dans une marmite où il y avait un plat, dans tous les cas de figure, ce lait-là ne serait pas tamé serait tamé dans le cas d'une traite de lait par un zav. Et mapitom qu'il devient tamé, si ça a été trait et que ça va directement dans un plat solide, alors il ne devrait pas être tamé, puisque mashke habala ochel ka ochel dami, et un ochel, il faut qu'il soit mourchar les kabel tum'a. Or, ce lait n'a pas été mourchar les kabel tum'a, alors comment il devient tamé? Ça, c'est la question bombe de Rami Bar Hama. D'ailleurs, Rami Bar Hama, chaque fois que vous étudiez ce qu'il dit, c'est toujours avec une harifout extraordinaire. Il arrive toujours à couper le cheveu en quatre. La Gemara répond, Kede Amar Rabbi Yochanan, Betipa meluchlechet al pi haddad, hachanami. Betipa meluchlechet al pi haddad. Dans Masechet Kritut, Rabbi Yochanan a donné une explication par rapport à la femme qui était tméa et une histoire avec le lait maternel qui devient tamé. Et là-bas, il a donné une explication qui va nous servir ici par rapport à cette question. Et on aura une belle réponse. Quoi? Betipa hameluchlechet halpi hadad. Généralement, lorsque la chèvre ou la vache, on veut la traire, on ne veut pas traire sur le pis qui est sec. On a besoin d'humidifier le mamelon. Alors comment on va humidifier le mamelon? Alors on va faire couler un peu de lait, et après ça, avec le lait qu'on a dans la main, on va mettre, et on va badigeonner, enduire le pis, la mamelle de la vache ou de la chèvre. Étant donné que la première goutte, elle nous sert en tant que mashké, et la première goutte, elle ne va pas directement dans la marmite, dans le ochel. Alors ça nous explique pourquoi le zav qui a trait le lait, pourquoi est-ce qu'il est métamé le lait qui va dans une marmite où il y a du ochel? Réponse, car ce lait
qui va vers la marmite était au contact du lait qui a précédé la traite. C'est-à-dire la goutte de lait qui a servi pour humidifier le pis de la chèvre, eh bien ce lait-là s'appelait mashké. Il était au contact du lait qui s'appelle ochel. Alors comment le ochel est devenu tamé? Parce qu'il était au contact du mashké. Donc vous avez compris que la première goutte de lait s'appelle mashké, le reste qui tombe dans la marmite s'appelle ochel, mais ce ochel était au contact de la goutte qui était mashké. Donc voilà pourquoi il peut devenir tamé si c'est un zav qui a trait le lait, parce que c'est un lait qui est mourchar les kabel touma. C'est un ochel, mais un ochel qui était au contact d'un liquide. Encore une question du même genre. Mativ Rabina, Tememet, chez Sahad Zetim Va'anavim, Kabetza Mechouvenet, Tahor. Hayoter Mikabetza, Tameh, Vei Amart, Mashke Habala Ochel, Ochel Hu, Bemai Itkeshar. La Gemara maintenant nous donne ici une notion qui est extraordinaire. Alors il faut développer, donner quelques introductions pour comprendre cette kushia atsuma, une kushia très forte encore que la Gemara va poser sur cet enseignement de Rav Hrizda. Rav Hrizda a dit que lorsqu'on presse, de la même façon que Shmuel a dit que si on presse des raisins dans un plat solide, c'est moutard pendant Shabbat parce que mashke abala ochel ka ochel dami, eh bien il en va de même pour le lait qu'on va traire de la chèvre directement dans la marmite. Ok. Alors, ici, Ravina cite une Mishnah qui également figure dans Maseret Taharot. Qu'est-ce qu'elle dit cette Mishnah? Tememet, un homme qui a touché un mort. Le mort, il s'appelle Avi Avot Atum'a. Le Tmemet, c'est l'homme qui a touché le mort. Quel est son niveau de Tum'a? Av Atum'a. S'il va toucher quelqu'un d'autre, il va le rendre tamé. Ou il va toucher des raisins, il va toucher des fruits, il va les rendre tamés. Mais à condition que ces fruits aient été préalablement mouillés. Mouillés avec quoi? Ça peut être avec de l'eau, mais ça peut être aussi avec l'un des 7 mashkim dont on a évoqué la dernière fois la nature de ces 7 liquides. Le mnémotechnique pour s'en souvenir, Yad, Shachat, Dam, Yad, Yud, Yain, Dalet, Dvash, Shin, Shemen, Zayit, Het, Halav, Hometz, Tet, Tal. Dam, c'est Dam et Maïm. Ok, donc, Yain, c'est du jus de raisin. Shemen Zayit, de l'huile d'olive, ça s'appelle des liquides qui peuvent être marchir les kabel touma. Alors maintenant, regardez le cas de figure incroyable, juste incroyable. Tememet, un homme qui a touché un mort qui est donc tamé. Chez Sahat Zetim Va'anavim, et il a pressé des raisins ou des olives pour extraire le jus de raisin ou l'huile d'olive. Alors on nous dit comme ça. Kabetza mechouvenet, si le volume de ces raisins, le volume de ces olives, c'est exactement kabetza, juste comme le volume d'un œuf, alors tahor. Qu'est-ce que ça veut dire? L'olive elle-même, le raisin lui-même est tamé, mais le jus qui coule est tahor. Dans quel cas? Au cas où il y avait exactement kabetza. Il y avait exactement kabetza, le volume d'un œuf en raisin ou en olive. Et maintenant, quand il a pressé, le jus a coulé, il y a moins de kabetza. Et alors, on a une règle, qu'un aliment tamé ne peut contaminer un autre aliment que dans la mesure où il a un volume d'un œuf, kabetza. Mais si il est inférieur à kabetza, alors c'est vrai qu'il peut devenir tamé, mais il ne peut pas contaminer un autre aliment.
on apprend du pasouk. Mikol ha'ochel asher ye'achel. Mikol ha'ochel asher ye'achel à propos de la Toum'a. Et que ça veut dire quoi, Mikol ha'ochel asher ye'achel? C'est le shiur du Bet Abli'a. Et combien on peut faire entrer dans un gosier? Le volume d'un œuf. En tout cas, la règle étant que le kabetza peut contaminer un autre aliment, moins de kabetza, même s'il est tamé, cet aliment, il ne peut pas contaminer d'autres aliments. Alors maintenant, le tmémet a pressé des raisins, a pressé des olives. Combien il y avait de raisins? Kabetza. Pile. Mais dès qu'il a pressé, le jus a coulé. Ce jus, figurez-vous, il est tahor. Pourquoi il est tahor? Car au moment où il était à l'intérieur du raisin, en tant que jus, ce mashké était encore tahor. Puisqu'il était baloua dans le raisin. Le raisin, dans son extérieur, est tamé, et le jus reste tahor. C'est un paradoxe incroyable. En tout cas, quand il va presser, ce jus qui va couler, il va rester encore tahor. Pourquoi? Parce que lui, quand il a touché la peau. Il n'a pas touché le jus. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Le jus était au contact du raisin. Donc, la main du tmémet a touché le raisin. Le raisin a touché le jus. Alors, pourquoi le jus est tahor? Écoutez ça. Étant donné qu'il y avait juste kabetza, combien de raisins il y avait? Juste le volume d'un œuf. Dès qu'il a pressé, il n'y a plus le volume d'un œuf. Car la goutte de raisin qui a coulé du raisin fait qu'on n'a plus le volume de raisin. Il n'y a plus le volume de kabetza. S'il n'y a plus le volume de kabetza, alors comment voudriez-vous que ce raisin soit métamé, le mashké? Eh bien, le mashké, il reste tahor. Relisons. Tmemet, chez Sahat, Zetim, Va'anavim, Kabetza, Mechouvenet, Tahor. Le mashké est tahor. Les amis, vous n'êtes pas au bout de votre peine. Ça, ce n'était que la pierre angulaire de la question. Regardez maintenant la kushia. Hayoter mikabetza tamé. Sous-entendu que si on avait plus que le volume d'un œuf en raisin, et que après avoir pressé quelques gouttes, on a encore shi'ur kabetza de raisin. Alors les raisins qui sont tamés, puisqu'ils font le volume de kabetza, ils peuvent être métamés, le jus. Et le jus est tamé. Question, puisque cette Mishnah a parlé de manière générale, il semblerait qu'il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui a pressé dans un verre ou quelqu'un qui a pressé dans un plat qui se trouvait dans la marmite. Dans tous les cas de figure, on dit que le jus est tamé. Il est tahor que s'il y avait kabetza. Mais s'il y avait plus que kabetza, alors le jus est tamé. C'est ce qui en ressort de la déduction. Puisque la Mishnah a dit qu'il est tahor que si c'était kabetza mechouvenet. Mechouvenet, ça veut dire bediouk. Question, mais si le jus va dans un plat, alors il y a du ochel. Mashke habala ochel ka ochel dami. On a déjà vu que du liquide qui vient assaisonner le solide a le statut de solide. S'il a le statut de solide, la question revient à la case départ. Comment est-ce que le tmémet qui a rendu le raisin tamé, ce raisin peut rendre le jus de raisin tamé? Mais ce jus de raisin, lui, il a un statut de solide. S'il a un statut de solide, il n'a pas été mouillé, bien qu'il soit liquide physiquement, mais il n'a pas le statut de liquide halachiquement. Et puisqu'il n'a pas le statut de liquide, il s'appelle solide, il n'a jamais été mourchar, les kabel, tum'a, il n'a pas eu l'aptitude à devenir tamé. Comment il est devenu tamé? Je relis ça dans les mots. Hayoter mikabetza tamé, ve'i amart mashke abala ochel, ochel hu, bemai itkeshar. La Gemara nous dit, hu motivla, ve'hu mefarekla, besohet, letochake'ara. C'est lui qui a posé la question, Ravina, et c'est lui-même qui a donné la réponse. Et la réponse, elle était prévisible, elle est facile. La réponse,
c'est que cette Mishnah parle du cas de figure bien connu. C'est quelqu'un qui a pressé ses raisins dans un verre. Puisqu'il a fait dans une kehara, dans un récipient qui était vide, alors évidemment que ce jus s'appelle mashké. S'il s'appelle mashké, il n'a pas besoin de préparation, il n'a pas besoin de qualification pour devenir tamé. Un mashké devient tamé immédiatement au contact d'une source d'impureté. Alors puisque le raisin était tamé, le mashké qui était au contact du raisin, c'est sûr qu'il devient tamé. Une fois qu'on a cette réponse, on peut la donner également pour la question précédente, celle de Rami Bar Hama, qui avait parlé du Hez, la chèvre, qu'on était Holev. Là-bas aussi, on peut donner la même réponse et dire que la Mishnah, là-bas, ne parlait pas de quelqu'un qui a pressé, qui a trait le lait à l'intérieur d'une marmite, d'un plat. On peut dire que la Mishnah, elle parle spécialement du cas où il a trait le lait dans un pot au lait qui était vide, ça veut dire pas dans du ochel, dans un récipient normal. Nachon. Une fois qu'on a cette réponse, eh bien on peut la donner également à Rami Bar Hama. Très bien. Amar Rabbi Irmia, Ketanae. Rabbi Irmia veut nous dire que ce débat, ou plutôt ce chidouche de Shmuel, qui consiste à dire que mashke habala ochel ka ochel dami, qu'un liquide qui va assaisonner un solide a le statut de solide, ne fait pas l'unanimité. A priori, ce serait une mahloket entre des Tanaïm, lesquels, voici, Ketanae, a mahlik ba'anavim lo hurshar. Rabbi Yehuda Omer, hurshar. Il y a une mahloket à propos du pain qu'on a badigeonné avec du jus de raisin. C'est-à-dire qu'on a pris des raisins et on les a pressés au-dessus du pain juste avant de le rentrer au four. Vous savez que quand on veut avoir du pain croustillant, il faut humidifier la surface. Et si en plus vous le faites avec du jus de raisin, c'est encore meilleur. En tout cas, c'est du liquide qui a été sur du solide. Alors quel est le din si maintenant ce pain était au contact d'une toum'a? Est-ce que ce pain va devenir tamé, oui ou non? Alors c'est du solide le pain. Est-ce qu'il a été mouillé? Vous allez me dire, mais bien sûr qu'il a été mouillé. Comment on a fait du pain? On a bien mis de l'eau dans la farine. Et donc ça y est, il est mourchar les kabel toum'a. C'est quoi cette histoire? Eh bien on parle ici d'une pâte qui était faite avec mes pérottes. Mes pérottes, par exemple, j'ai pris du jus de pomme et j'ai pétri avec ça la farine. Cette pâte-là, figurez-vous, qu'elle n'est pas mes kabelet toum'a, car le jus de pomme n'a pas le statut de mashké. Il n'y a que deux jus qui ont le statut de mashké. Le jus de raisin, yain, et l'huile d'olive. Sinon, tous les autres jus de tous les fruits, ça ne s'appelle pas mashké, ça s'appelle zi'a be'alma. Zi'a be'alma, c'est que la transpiration du ochel. Donc c'est du ochel. Alors, la pâte, elle avait été fabriquée, elle avait été pétrie avec mes pérottes, avec du jus de pomme, par exemple. Et maintenant, ce pain-là n'est pas Mekabel Toum'a. Mais quel est le din si j'ai mis dessus, avant de l'enfourner, du jus de raisin? J'ai pressé les raisins dessus. Alors il est mourchar ou pas? Eh bien, mahloket. Il y en a un qui dit oui, ça s'appelle que tu as mis du liquide. Et un autre qui dit non, il n'est pas mourchar les kabel Toum'a. Alors la Gemara dit, Bemaïka mefalge. Quel est l'objet de la discussion? Maïlav beha kamefalge. N'est-ce pas que c'est en cela qu'ils discutent? Mor savar, mashke abala ochel ochelhu. Il y en a un qui dit que le liquide qui vient servir le solide, comme ici
on a voulu enduire le pain avec du jus de raisin. Alors ce jus de raisin n'a pas le statut de liquide, mais il a un statut de solide. Et donc, c'est un ochel qui n'est pas mourchar les kabel tum'a. Ou mort savar, lav ochelu. Et l'autre qui dit que, oui, c'est mes kabel tum'a, parce qu'il dit, le jus de raisin, c'est du liquide. Et c'est pas parce que l'objectif de l'homme, c'est d'enduire le solide, d'assaisonner le solide, que ce liquide ne s'appelle pas liquide. Mais pitom, ce liquide, c'est du mashké, c'est pas du ochel, même s'il vient pour assaisonner le ochel. Donc, a priori, ça ferait l'objet d'une mahloket entre Tanaïm déjà, avant Shmuel qui est un Émora. La Gemara réfute, elle dit on n'est pas obligé d'interpréter la mahloket ainsi. Amarav papa, de choule alma, mashke abala ochel, lav ochelu. On peut dire que tout le monde, les deux Tanaïm, pensent que mashke abala ochel, ce n'est pas du ochel. Même si ça vient assaisonner le solide, après tout c'est du liquide. La nature c'est quoi? Physiquement c'est du liquide, c'est un statut de liquide. Le Gaon de Vilna, ici, apporte une version différente et il dit Girsat ha Geonim ochelhu, que les Géonim disent le contraire, que d'après tout le monde, mashke abala ochel ka ochel dami. Donc on a deux versions. En tout cas, la marloquette ici, ce n'est pas une marloquette. Est-ce que mashke abala ochel ka ochel dami ou pas? Tout le monde est d'accord. Ici, tout le monde est d'accord. Soit que l'on dise que mot ochel, soit que l'on dise au contraire, que tout le monde pense chez lo ochel. D'une manière ou d'une autre, tu peux interpréter différemment leur débat. Comment? Vehacha, et ici, bemashke habal ibud kamefalge. Mort savar mashkehu ou mort savar lav mashkehu. La marloquette ici, elle est par rapport au mashke. Pardon, par rapport au mashke haolech le ibud. Qu'est-ce que ça veut dire mashke haolech le ibud? Ici, c'est un liquide qui va disparaître, puisque le feu du four va résorber, va immédiatement évaporer ce liquide, ce jus de raisin. Donc le jus de raisin avec lequel tu as enduit la pâte, le pain, eh bien dans quelques secondes tu ne le verras plus, ce liquide. Un liquide habali iboud, est-ce qu'il s'appelle mashke ou pas? C'est ça la mahloket. Il y en a un qui dit oui, l'autre qui dit non. Celui qui dit oui, il dit puisque maintenant au moment où tu l'as mis, c'était du liquide, bien que par la suite il va s'évaporer, mais à l'heure qu'il est, c'est du liquide. Donc ça y est, le pain a été mourchar les kabel tum'a. Ou bien, on dirait que non, étant donné que ce liquide n'est pas fait pour rester en tant que liquide, il va s'évaporer dans quelques secondes, eh bien il a un statut de, comme si c'est pas un mashké. Là tu peux dire que c'est comme un ochel, et en effet, il n'est pas marchir les kabel tum'a. En tout cas, c'est pas du mashké. Ochel ou pas ochel, ça change rien. Le principal, c'est de dire que ce n'est pas un mashké qui est marchir les kabel tum'a. Le mashké qui est marchir les kabel tum'a, c'est uniquement un mashké qui reste mashké. Mais un mashké qui va s'évaporer, habal et iboud, eh bien, ne s'appelle pas mashké d'après l'un des deux Tanaïm, et l'autre dit tout de même, il s'appelle mashké. Ubi plugta dehane tanae. D'ailleurs, ce que je te dis, ce n'est pas à nouveau. On a déjà trouvé une autre discussion entre les Tanaïm par rapport à quoi? Hamefatsea bezetim, ça veut dire quelqu'un qui a fendu des olives. Et Rashi dit mefatsea en hébreu, c'est blessé en français. Regardez Rashi, hamefatsea bezetim, blessé. Kedeshiyu rakin, c'est une façon de parler. Pour ramollir des olives. Les olives, vous savez que quand on les cueille à l'état pur, c'est ferme, dur, amer.
Alors, quand on veut ramollir, on est mefatsea. On va les fendre. Beyadaim meso avot. Urshar, quelqu'un qui a été mefatsea, les étimes, avec des mains qui étaient tamées, qui étaient meso avot, eh bien, les olives, en effet, ont un statut de tamé, c'est-à-dire que elles vont devenir tamées, ces olives. Pourquoi? Juste une parenthèse. C'est pas vraiment un homme qui est tamé, c'est juste les mains, parce que vous savez que les mains, Hachamim ont décrété que comme elles sont touche à tout, alors elles sont d'emblée considérées comme tamées. Ce qu'on appelle stam yadaim shniot la tum'a. Elles ont un niveau de sheni la tum'a. Et donc si elles touchent la terouma, elles rendent tamées. Alors, maintenant quelqu'un qui a pris des olives et il les a fendues avec ses mains. Et des mains qui n'avaient pas subi netilat yadaim. Donc elles ont un statut de sheni la tum'a. Urshar, ces olives-là vont devenir tamées avec ses mains. Pourquoi? Étant donné que l'homme est content que l'huile d'olive coule. Et l'huile d'olive, c'est un mashké. Donc ça a mouillé les olives. Et si les olives sont mouillées, elles sont aptes à devenir tamées. Et Rashi nous dit, Urshar, pourquoi? Des nihale b'mashha, des taïf alayhu, des mitorkar, marbim ta'am. Car l'homme est bien content qu'il y ait eu des gouttelettes d'huile sur les olives. Car les olives deviennent meilleures lorsqu'elles sont humidifiées par leur propre huile. Et de ce fait, évidemment, ces olives vont devenir tamées, puisque ses mains étaient tamées. Les softan bemelah lo urshar. Par contre, si le but c'était de les tremper dans du sel, eh bien dans ce cas-là, l'urshar, contrairement au cas précédent où on a dit urshar, c'est kasher pour devenir tamé. Ici, ce n'est pas kasher pour devenir tamé. Les olives ne sont pas aptes à devenir tamées. Qu'est-ce qu'il a fait le bonhomme? Il les a juste fendues pour les mettre dans le sel. Alors dans ce cas-là, il n'est pas content qu'il y ait de l'huile qui sort, parce que ça n'a aucun intérêt. Au contraire, il aurait préféré que l'olive reste entière. C'est le sel qui va faire le travail. Comme ça dit Rashi, au milieu de la page. Les softan bemelah, shemitor shem kashim en amelah nidbak bahem ou mefatzam lerakechan mibachutz me'at. Lui, ce qu'il veut, c'est juste pour que le sel puisse bien adhérer, alors il veut un petit peu les ramollir. Mais il ne veut pas que ça coule. Donc, même si ça coule, ce liquide, étant donné qu'il a coulé chez l'ol et ratson, contrairement à sa volonté, on a déjà appris que ce n'est pas marchir les kabel touma. Leda imigi'uz etablim sokim la'av l'urshar. Ou bien, par exemple, quelqu'un qui a fendu des olives qui étaient encore sur l'arbre. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris quelques olives, il les a cueillies et il s'est mis à les concasser pour voir si il y a du shemen qui va sortir. Alors, quel est le din? Ce shemen n'est pas marchir ces olives. Pourquoi est-ce qu'il voulait faire ça? C'était pour savoir si les olives qui sont sur l'arbre ont mûri et qui sont aptes à la cueillette. Alors, pour être sûr, il prend quelques olives d'abord et il les concasse et il voit s'il y a du shemen qui va sortir, et donc c'est que c'est déjà apte à cueillir toutes les autres olives qui sont dans l'arbre. Alors maintenant, parlons des olives qu'il a déjà cueillies et qu'il a fendues. Et il y a eu du liquide. Est-ce que ce liquide est marchir les olives, les kabel touma? Réponse non, d'après Tanakama. Pourquoi? Pourquoi non? Parce qu'il dit, cette huile-là, elle va les iboud. L'ourchar. Pourquoi? Parce que lui, il n'est pas content que ça parte. C'est pas qu'il n'est pas content, c'est que c'est un mashké qui va les iboud. Un mashké qui ne sert à rien n'est pas marchir les kabel touma. Regardez Rashi. Leda imigiru zetab limsok, pour savoir si ces olives
ont atteint le niveau de la cueillette, tsarir ulir hot im shumano noach latzet, il a besoin de voir si l'huile va sortir facilement. Miou, cependant, hamashke azil les iboud. Ici, en l'occurrence, l'huile qui coule, ça va les iboud. Rabbi Yehuda Omer, Urshar. Rabbi Yehuda dit, malgré tout, ces olives-là, qui veut vérifier si elles sont mûres ou pas, eh bien, cette huile qui coule sur ces olives vont rendre les olives aptes à devenir tamées. La Gemara conclut, Maïlav beha kamefalge, n'est-ce pas que c'est en cela qu'ils discutent? Des morts savar, mashkea omed le iboud mashkeu, ou mort savar, lav mashkeu. Certainement, Rabbi Yehuda et Hachamim sont en mahloket, à savoir, est-ce que un liquide qui est en train d'aller vers la perte, mashke habal et iboud, c'est-à-dire un liquide qui ne servira à rien, il a fendu les olives pour savoir si c'est mûr, si les olives sont mûres, mais l'huile, qu'est-ce qu'il va en faire de ces olives? Rien. Alors, mashke habal et iboud, s'appelle mashke, oui ou non? A priori, Rabbi Yehuda qui a dit Urshar, il pense que oui. Tanakama qui a dit l'Urshar, il pense que non. Alors voilà, on a trouvé deux sources de Mahloket Tanaïm qui sont dans la même Mahloket. C'est quoi la double Mahloket? La première, c'est à propos des raisins qui vont servir à badigeonner le pain. Ça va finir par s'évaporer par le feu du four. Donc c'est mashke, habal et iboud. Ça s'appelle mashke, oui ou non, mahloket. À propos des olives qu'on va fendre pour voir si elles sont mûres, pour cueillir les autres, et il y a eu maintenant donc un écoulement d'huile, ça s'appelle mashke, oui ou non, mahloket. Alors tu vois que ces deux Tanaïm sont exactement dans le même ordre d'idées que les deux autres Tanaïm. Ils sont dans la même mahloket. La Gemara réfute. Amar Avuna bered Rabbi Yoshua, Hane Tanae, bemashke haomed iboud plige, ve'anar Tanae, bemashke haomed le tzartzeho kamefalge. Je peux te dire qu'il n'y a aucun rapport entre ces deux Tanaïm et ces deux Tanaïm. C'est vrai que les deux derniers, Rabbi Yehuda et Chachamim, à propos de l'huile d'olive, l'huile qui coule et qui est perdue, qui ne servira à rien cette huile, ça s'appelle mashke habal et iboud. Est-ce que ça s'appelle mashke, oui ou non? C'est la mahloket. Entre Rabbi Yehuda et Tanakama. Tandis que la mahloket à propos du jus de raisin sur le pain, je peux te dire que ça n'a rien à voir avec mashke habal et iboud. Je peux te dire que la mahloket, elle est tout simplement, est-ce que mashke habal et tzartzeho, un mashke qui est là juste pour donner de la brillance au pain, est-ce que ça s'appelle mashke, oui ou non? Rabbi Yehuda dit, là-haut, on avait vu la mahloket entre Amahlik Ba'anavim, l'Urshar, Rabbi Yehuda Omer, oui, c'était aussi Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda dit Urshar, en effet. Alors, on aurait pu mettre en correspondance Rabbi Yehuda avec Rabbi Yehuda, puisque c'est toujours lui qui parle, dans la première mahloket, la deuxième mahloket, mais Ravuna veut dire que ça n'a aucun rapport. La première mahloket, c'était par rapport à mashke habal et iboud. Est-ce que ça s'appelle mashke, oui ou non? Deuxième mahloket, est-ce que mashke habal et tzartzeho s'appelle mashke, oui ou non? Et Rabbi Yehuda, c'est vrai que dans les deux cas, il a dit que ça s'appelle mashke. Mashke habal et iboud, ça s'appelle mashke. Mashke habal et tzartzeho, ça s'appelle mashke. Mais les opposants ne sont pas obligés d'être d'accord. Celui qui a dit mashke habal et tzartzeho ne s'appelle pas mashke, peut-être qu'il penserait autrement pour iboud. Et l'autre qui a dit mashke habal et iboud, ce n'est pas un mashke, peut-être que pour les tzartzeho, ça s'appelle mashke. Ce sont deux mahlokettes différentes. Amar Rabbi Zera. Et maintenant la Gemara va revenir au sujet principal de notre sugya, à savoir que Shabbat il est interdit de presser des olives ou des raisins, mais si ce jus-là
a atterri dans un plat solide, alors c'est permis car le liquide n'a plus le statut de liquide mais plutôt de solide. Avant, on avait donné cet enseignement au nom de Shmuel. Maintenant, on va le donner au nom de Rav. Amar Abizera, Amar Avriya Barashi, Amar Rav. Sochet Adam Eshkol shel Anavim letoch hakedera, avalo letoch hake'ara. Un homme a le droit de presser une grappe de raisin dans un plat solide, mais pas dans une assiette vide. C'est comme ça que j'ai traduit d'après les Géonim, n'est-ce pas, le Biur Halacha que je vous avais dit, qui a cité le Rov des Rishonim, qui explique ainsi cette Sougia. C'est beaucoup plus simple. Et en plus, c'est la Halacha. Mais il rajoute une Halacha supplémentaire. Vedag letziro afilu letoch hake'ara. Et presser un poisson pour en extraire le jus de poisson, eh bien, c'est permis même dans une assiette vide. Pourquoi ? Parce que le jus du poisson n'est pas considéré comme étant un mashké, mais plutôt comme du ochel, comme une partie solide du poisson. À ce propos, la Gemara cite un débat. Yativ Ravdimi veka amar la leashmata. Un jour, Ravdimi était en train de rappeler cet enseignement de Rav. Amar le Abaye les Ravdimi. Alors Abaye a immédiatement rebondi en disant à Ravdimi, Atun mishme de Rav matnitun velo kashi alechu. Cet enseignement, vous l'attribuez à Rav, et c'est la raison pour laquelle vous n'avez aucun problème. Mais nous, on a étudié cette même halakha au nom de Shmuel, et on avait un vrai problème. Lequel ? Anan mishme di Shmuel matninan la vekashialan. Nous, on l'a enseigné au nom de Shmuel, et on avait une contradiction. Miyamar Shmuel dagle tsiro afilu letoch hake'ara. Est-ce que Shmuel, lui, autorise de presser le poisson pour extraire le jus, même à l'intérieur d'une assiette vide? Ve'ait mar, pourtant, Shmuel a dit le contraire. Où ça? Kvashim, chez Sahatan, des variantes qui ont été pressées, c'est-à-dire des légumes qu'on a laissés macérer dans le vinaigre. Et ensuite, ces variantes-là, on les a prises, on veut les manger. Alors, il y a deux possibilités, deux hypothèses. Soit on va les presser parce qu'on veut manger les légumes comme toutes sortes, des carottes, des fenouils, des piments, toutes sortes de légumes qu'on a laissé macérer dans le vinaigre. Mais après ça, quand on veut les manger, on n'a pas envie de manger avec beaucoup de liquide. On veut manger le légume sec. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On va presser les légumes pour extraire l'eau, pour jeter l'eau et manger le fruit lui-même, le légume lui-même. Mais parfois, on presse parce que justement, le vinaigre qui sort de ces légumes nous intéresse. Alors quel est le din ? Kevashim, des variantes, chez Sahatan, qu'on a pressé. Amar Rav, Rav nous dit, les goufan mutar, les memehen patur avalasur. Si l'objectif souhaité, c'est de manger le légume lui-même, le gouffre du légume, alors on voulait juste se débarrasser de l'eau, du vinaigre, dans ce cas-là, c'est mutar Shabbat, il n'y a aucun interdit. Im le memehem patur avalasur. Mais si le but, c'est de presser les légumes pour obtenir le jus, le vinaigre, alors c'est asur midera banan. Patur minatora val asur midera banan. Ou shlakot, ben le goufan, ben le memehen mutar. Et s'il s'agit de shlakot, c'est-à-dire des légumes bouillis, alors dans ce cas-là, quand tu presses ces légumes bouillis, il n'y a aucune interdiction, même si ton objectif, c'est de boire le jus. Ce jus-là, c'est moutar. C'est un peu comme, rappelez-vous ce qu'on avait appris dans le DAF précédent, les autres fruits qui ne font pas partie de la catégorie de Zetim Varanavim, qui ne font pas partie de la catégorie de Tutim Verimonim, eh bien c'était moutar mamash de les presser. Car le jus qui sort de là-bas, c'est comme du ochel.
C'est comme si j'ai pris la pomme, je l'ai coupée en deux. Pareil, lorsqu'on a des shlakot, c'est-à-dire des légumes bouillis, l'eau de la cuisson pénètre le légume et fait partie intégrante désormais. Et donc quand tu presses, c'est mamash comme si tu coupais le ochel du ochel. Tu séparais ochel du ochel. C'est à 100% permis, nous dit Rav. Ou shlakot, ben les goufan, ben les memehem, mutar. Dans Kvashim, je distingue entre les memehem et les goufan. Mais les shlakot, il n'y a aucun distinguo. C'est toujours permis. Alors, on résume. Kvashim chez Sahatan. Qu'est-ce que nous dit Rav? Kvashim chez Sahatan. Des variantes qui ont été pressées pour retirer le liquide, ça dépend de l'objectif. Im le goufan, mutar. Im le memehen, patour avalasur. Shlakot, ben le goufan, ben le memehen, mutar. Ou Shmuel amar, ehad kevashim, vehad shlakot, le goufan mutar, le memehen, patour avalasur. Shmuel nous dit qu'il n'y a pas de différence entre cuit ou cru. Les variantes, c'est cru. Donc le liquide est plus étranger aux variantes. Shlakot, ça a bouilli. Donc l'eau a pénétré le légume, fait partie intégrante. Malgré tout, qu'est-ce que nous dit Shmuel? Ehad kevashim vehad shlakot, les goufan mutar, les memehen patour avalasur. Quand c'est pour manger le légume ou manger les variantes et que je veux me débarrasser du liquide, n'est-ce pas? Il regorge de liquide, je veux me débarrasser du liquide, c'est moutard de presser. Parce que c'est les goufan. Ben bikvashim, ben bishlakot, c'est permis. Donc Shmuel est d'accord avec Rav. Quand est-ce qu'il n'est pas d'accord avec Rav? C'est lorsqu'il veut obtenir le jus, pour boire le jus. Alors il dit comme ça. Echad kvashim, vechad shlakot, patour avalasur. C'est assour midera banane. Même pour les shlakot, on n'a pas le droit de les presser. Entre parenthèses, parce qu'après tout, c'est pas comme les fruits. Les fruits, ils ont un liquide qui est naturellement dedans, qui a poussé à l'intérieur. Tandis que les shlakot, on a fait bouillir dans l'eau et l'eau a pénétré les shlakot. Alors, il lui dit, voilà notre kushia. On avait une grosse contradiction. C'est que Shmuel, d'une part, il pense que dag le tsiro mutar, et maintenant il dit les shlakot patour avalasur. On a un vrai problème. Le jus de poisson, c'est aussi du jus qui provient de l'extérieur. Et au moment où ça a bouilli, eh bien, ça l'a pénétré. Pareil, shlakot, des légumes qui ont bouilli, l'eau les a pénétrés. Dans les deux cas, je presse un aliment pour obtenir son jus que je voudrais boire. Pourquoi dans Dagle Tsiro tu dis permis et dans Shlakot tu me dis patour avalasur, assour midera banane? C'était ça notre contradiction. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit? Amarle Ravdimi a dit à Abaye, eh bien vous vous trompez. Ce n'est pas Shmuel qui a dit ça, que Dagle Tsiro mutar, et donc vous aviez une contradiction. Je te jure au nom d'Akadosh Baruch Hu que c'est Rav qui a autorisé Dag le tsiro, d'obtenir le tsir du dag, la saumure. C'est Rav qui a autorisé. Et donc il n'y a pas de contradiction. Shmuel, lui, Bémet, il interdit Dag le tsiro et il interdit Shlakot le memehem. Il est cohérent. Regardez ça dans le texte. Amarle ha-elokim, je te jure au nom d'Hachem, Renaïraou velozar, mes yeux ont vu, c'est pas un étranger. Il a parlé avec une expression biblique. Il n'avait pas besoin de lui dire ça. Il aurait pu lui dire, j'ai entendu de mes propres oreilles. Il lui a dit, j'ai vu de mes propres yeux. Ça, c'est un passouk de Iov, où il est écrit, Renaïraou velozar, mes yeux ont vu. C'est pas un étranger qui m'a raconté. Rav Dimi dit, moi j'ai entendu de Rav
que Dagletziro Moutar. Donc c'est clair que c'est pas Shmuel. Mi Poumé de Rabbi Irmia Shami Ali, Rabbi Irmia me Rabbi Zera, Rabbi Zera me Rav Chia Barashi, Rav Chia Barashi me Rav. Lui personnellement, il a entendu Rabbi Irmia de Rabbi Zera de Rav Chia Barashi, Rav Chia Barashi de Rav. Donc il n'y a plus de contradiction par rapport à Shmuel. Au passage, si déjà on a cité cette marloquette, la Gemara va l'approfondir. Goufa. Goufa, c'est une terminologie qu'on emploie à chaque fois qu'on reprend un sujet qui a été cité précédemment. Kvashim chez Sahatan. Des variantes de légumes qui macérés dans le vinaigre et qu'on a pressés. Amarav, pendant Shabbat. Amarav, les goufan moutar, les mémehen patour balassour. Rav nous dit, si le but de ce pressage, c'est pour manger des bons légumes qui ne regorgent pas de liquide, de vinaigre, alors c'est permis pendant Shabbat, il n'y a aucun interdit, même pas rabbinique. Les mémehen, mais si le but c'est pour le maïm, pour le jus de ces variantes, qu'on les presse, patour avalassour. C'est patour minatoram, mais c'est assour miderabanan. Ou shlakot, par contre, des légumes qui ont bouilli, alors l'eau fait partie intégrante mamache du légume, c'est pas un corps étranger presque. Ben les goufan, ben les mémehen moutab. Que ce soit pour se débarrasser du liquide, qu'on veut manger le légume sans liquide, ou bien que ce soit justement parce qu'on veut boire le liquide, dans tous les cas de figure, moutar. Shmuel amar echadze vechadze, les goufan moutar, les mémehen patour avalassour. On a déjà vu ça, que Shmuel dit que ce soit kvashim ou shlakot, dans tous les cas de figure, si c'est pour se débarrasser du liquide, de l'eau qui les envahit, alors c'est permis. Ve'im le memehen, mais si c'est pour boire le vinaigre qui coule des variantes, ou bien pour boire le jus des légumes que j'ai pressés, c'est assour midera banane. Rachid dit patour, chez Enze Mefarek, chez Enamashke Aze Yotse Minakvashim, chez Logadal Betocham, Aval Assour Atuzetim Va'anavim. Rachid nous donne une explication très forte. Il dit que pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Issour de Torah par rapport à ces Kvashim quand tu les presses? Il dit c'est pas comme Zetim Va'anavim, ce liquide n'a pas poussé à l'intérieur. C'est quelque chose qui vient de l'étranger. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de Issour de la Torah. Seulement, Hachamim aurait interdit, quand il fait ça, il presse pour obtenir le jus, ils l'ont interdit Midera Banan. Les Memehen, Patour Avalassour. Et pour les Shlakot, Rashi aussi donne cette explication pourquoi Rav disait que c'était totalement permis, parce qu'il disait qu'étant donné que ça a bouilli, alors c'est mamash ochel. Ça fait partie intégrante de l'aliment. Mais Shmuel dit non. Shmuel dit que malgré tout, parce que c'est un liquide qui provient de l'extérieur, tu ne peux pas me dire que c'est comme des pérottes qui ont un jus de fruits comme les pommes ou les poires. Non, c'est quand même un liquide. Initialement, c'était un liquide qui a pénétré ces légumes et qui a bouilli avec. Donc lui, il interdit toujours Midera Banan. Rabbi Yochanan, maintenant troisième opinion qu'on n'a pas vue. Rabbi Yochanan Amar, Echad Gvashim, Echad Shlakot, les Goufan Moutar, les Memehen Chayav Khatat. Rabbi Yochanan nous dit quelque chose de tranchant. Mamash, on est dans deux opposés, deux extrêmes. Si le but de l'homme, c'est de presser les variantes ou les légumes bouillis pour se débarrasser de l'eau, parce que ça le gêne, il ne veut pas les manger avec tellement de liquide, alors c'est moutard. Il n'y a même pas de Issour des Rabanan. Mais si son objectif, c'est d'obtenir le liquide, alors il y a Issour, pas seulement Midera Banan, Min HaTorah. Rabbi Yochanan nous dit que celui qui presserait, que ce soit des variantes ou que ce soit des légumes bouillis, et ce liquide est étranger, il n'a pas poussé là-bas,
C'est un corps étranger, ce liquide. Malgré tout, il a commis une infraction thoraïque. Exactement comme s'il avait pressé des raisins. J'ai envie de rajouter une petite touche. Dire que pourquoi, si on presserait des autres fruits qui ne sont pas Zetim Va'anavim, on avait vu précédemment qu'il y avait 3 catégories de fruits. Zetim Va'anavim, c'est Assour des pressés Minatora. Des Tutim Verimonim, c'est Assour Miderabanan. Si c'est des autres fruits, alors il n'y a aucun Issour, puisqu'on n'a pas l'habitude de les presser. On avait vu dans le DAF précédent, il y a quelques jours, qu'il n'y a absolument aucun interdit. Minatora. Alors comment Rabbi Yochanan peut dire que celui qui presse des variantes ou qui presse des légumes bouillis, eh bien, il est chayav fratat quand il veut boire leur jus. Mapitom, qu'est-ce que ça change avec des autres fruits? Réponse: les autres fruits ont un jus qui est à l'intérieur, qui a poussé à l'intérieur, c'est mamash du ochel. Tandis que le mashké, comme le chometz, qui va pénétrer les variantes, l'eau de la cuisson, quand on fait bouillir des légumes, c'est un corps étranger qui s'appelait mashké. Donc c'était mashké avant, ça reste mashké après. Quand tu presses les iboud, parce que tu veux juste manger un légume sec, donc tu vas pas utiliser le liquide, donc c'est mashké olech les iboud. Ce n'est pas du tout dans l'objectif de la melacha. La melacha de dash, c'est quand tu veux te servir du contenu, pas du contenant. Or ici, tu veux manger le contenant, pas le contenu. Tu veux te débarrasser du contenu. Alors tu n'es pas du tout dans le cadre de la melacha de Sohet, de Mefarek Tolda des Dash. C'est pour ça que c'est moutard complètement. Parce que Hakramim n'ont même pas voulu interdire pour la achila. J'ai envie de manger en Ek Shabbat. Mais si c'est les memehem, donc c'est pour le contenu, pas pour le contenant, alors c'est Asur Minatora. Et quelle différence avec les autres fruits? C'est que les autres fruits, c'est un jus qui fait partie intégrante du fruit. Il a poussé dedans. Tandis qu'ici, c'était un mashké, c'était de l'eau, du vinaigre. Et après, tu l'as introduit dans le légume. Maintenant, tu veux séparer le contenu du contenant. C'est mashké que tu fais sortir du ochel. C'est pour ça que Rabbi Hanan interdit carrément Minatora. Alors que Rav Shmuel, eux, ils disent Patour Avalassour. Pourquoi il n'y a pas de Issour Minatora? Parce qu'eux disent, où est-ce que nous voyons le Issour Minatora? C'est uniquement dans un contenu qui a poussé dedans, comme par exemple Zetim Va'anavim, comme par exemple le grain de blé. Tu es dash. Donc tu as un grain qui a poussé dans l'écorce. Tu as un jus de raisin qui a poussé dans le raisin. L'huile qui a poussé dans l'olive. Ça, c'est quelque chose qui est naturel. Mais lorsque tu as trempé des légumes, des variantes dans le vinaigre, ou tu as fait bouillir des shlakotes, l'eau provient de l'extérieur, et maintenant tu vas les séparer à nouveau. L'eau provient de l'extérieur et elle ressort. Ce pressage n'est pas interdit Minatora d'après Rav Shmuel, car en effet, ça ne ressemble pas du tout au dash de Zetim Va'anavim, ou encore plus haut, quand on remonte au Mishkan, c'était les Samémanim, comme dash des gerbes de blé, eh bien, là-bas, c'est un grain qui a poussé dans l'écorce. C'est naturel. Donc, j'allais dire comme ça, que Rav Shmuel cherche la différence entre Zetim Va'anavim et les Shlakot et Kvashim. Rabbi Hanan dit le contraire. Pour moi, la différence, c'est entre les autres pérotes et Zetim Va'anavim. C'est pour ça que les autres pérotes, on a le droit de les presser. Et même Tutim Verimonim, c'est que Miderabanan, que c'est assourd. Mais si c'est un vrai mashké qui était initialement mashké, de l'eau, et qui a été absorbé par le légume, et maintenant tu viens le presser, bevadaï que ça s'appelle shita, c'est mefarek tolda dedash, car tu retires le mashké du ochel.
Au niveau du Shulchan Aruch, dans Siman Shin Chaf Saif Zain, le Shulchan Aruch cite les deux versions. Au début, il est posek la halacha comme Rav. Comme Rav. Il dit que les kvashim chez Sahatan, im les gufan, mutar. Veim les memehen, patour aval assour. Et il dit comme ça, Aval Rabbeinu Hananel Pasak, Rabbeinu Hananel a été posek, que non, que sim c'est les memehen, hayav khatat. Ça veut dire comme qui il a été posek? Comme Rabbi Yochanan. Très bien. Métive. La Gemara maintenant va nous poser une question qui va s'adresser aux trois Amoraïm. Métive. Sohatim kvashim be Shabbat le tzorech ha-Shabbat avalo le motzae Shabbat. La Braïta nous autorise de presser des variantes pour le besoin du Shabbat, mais pas pour motzae Shabbat, de faire une achana pour motzae Shabbat. Vezetim va'anavim lo yishot. Veim sahat hayav hatat. Maintenant, les étim et les anavim, on n'a pas le droit du tout de les presser. Et si tu l'as fait pendant Shabbat, de presser des raisins ou des olives, eh bien tu es hayav hatat. Or, ici, dans cette braïta, nous ne voyons pas du tout la différence entre quelqu'un qui a pressé des kvashim, que ce soit les tzorech gufam ou tzorech memehen. On nous a dit mutar. A priori, quand on te dit kvashim, sohatim kvashim les tzorech ha-Shabbat, au début de la braïta, qu'est-ce qu'on nous a dit? On a le droit de presser des variantes les tzorech ha-Shabbat. On n'a pas établi de distinguo entre les memehem ou bien les gufam. Normalement, qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Oh, attention, quel est ton objectif? C'est pour manger le légume sans l'eau, sans le vinaigre? Ou bien est-ce que ton objectif, c'est justement de boire le vinaigre, de boire le jus? Qu'est-ce que tu veux? Quel est ton but? Et ça change tout. Car si c'est les gufam, tout le monde est d'accord que c'est moutar. Rav, Shmuel, Rabbi Yochanan, tout le monde est d'accord que c'est moutar. Si c'est les memehem, des kvashim, alors on avait vu, d'après Rabbi Shmuel, patour aval assour. D'après Rabbi Yochanan, chayav khatat. Et la braïta n'a rien dit de tout cela. Ça veut dire que c'est faux. Ce que vous dites, vous les Amoraïm, vous n'allez pas contredire des Tanaïm. Rav, Shmuel et Rabbi Yochanan, ce que vous dites, a priori, ne correspond pas à cette braïta qui a autorisé de manière générale, sans aucune distinction, elle nous dit, permis de presser des kvashim, des variantes pendant Shabbat. Point à la ligne. Donc, a priori, tout est permis. Qu'est-ce qu'elle nous a interdit? Elle nous a dit uniquement pour Shabbat, mais pas pour Motzae Shabbat. Et Zetim va'anavim, des raisins, des olives, surtout pas. Même pas pour Shabbat. Et celui qui va le faire, chayav khatat. Alors la Gemara va dire, Kashia le Rav, Kashia le Shmuel, ve Kashia le Rabbi Yochanan. C'est une triple question. Et la Gemara répond, Rav metaretz letame, Shmuel metaretz letame, ve Rabbi Yochanan metaretz letame. Chacun des Amoraïm va répondre à cette question à sa façon. Chacun va rester fidèle à sa propre opinion. Et il va moduler la baraïta en fonction de sa propre shita. Rav metaretz letame, sohatim kvashim beshabbat letzorech ha-Shabbat, aval lo lemotzae Shabbat. Ba medvarim amurim legufan, aval lememehen patour aval assour. Ushlakot, ben legufan, ben lememehen, mutar, vezetim va'anavim lo yishot, veim sehatan hayav. Voilà comment Rav nous explique la structure de cette braïta. Premièrement, elle nous dit que quoi? Sochatin kvashim et Shabbat et tzorech ha-Shabbat. On a le droit de presser des variantes pendant Shabbat pour Shabbat.
aval lo le motzei Shabbat, mais pas achana. Ba medvarim amurim. Quand est-ce que je te permets de presser pour Shabbat les goufan? Uniquement si c'est pour te débarrasser du liquide. Aval le memehen, si au contraire c'est parce que tu veux boire le liquide, patour aval assour, c'est assour midera banan. Ou shlakot, et Rav il rajoute carrément shlakot dans la braïta, alors que la braïta n'a pas parlé un mot de shlakot, lui il rajoute. Et il dit, ou shlakot, ben les goufan, ben les memehen moutar, comme lui-même avait dit que les légumes bouillis, alors le liquide qui est à l'intérieur, il est considéré comme faisant partie intégrante du légume encore plus que le vinaigre dans les variantes. Car le vinaigre n'a pas bouilli avec les variantes, alors que l'eau a bouilli avec le légume. Donc c'est moutar. Même si tu presses le légume, les memehen, moutar carrément pour les shlakot. C'est assour que pour les kvashim, midera banan. Vezetim va'anavim, lo isrot, veim sechatan chayav chatat. La suite d'Abraïta, elle est évidente. Les raisins et les olives interdits, minatora. Maintenant, Shmuel, lui également, Shmuel metaretz letarmé. Shmuel va interpréter la Braïta et la configurer à sa façon. Et il dit, Sohatin kvashim be Shabbat, letzorech ha Shabbat. On a le droit, pendant Shabbat, de presser les variantes, mais uniquement pour le besoin du Shabbat, pas pour Motzei Shabbat. Ve'uadin shlakot. Pareil shlakot. Tu as le droit de les presser pendant Shabbat, les tzorech ha Shabbat. Bien que ce n'est pas écrit shlakot, il a rajouté. Ba medvarim amurim. Et là, il a rajouté la parenthèse. Ba medvarim amurim. Les goufan. Aval les memehem. Patour aval assour. Quand est-ce que c'est permis? Que si c'est pour se débarrasser du liquide. Bon, je veux manger que le solide, sec. Mais si c'est pour utiliser le liquide, pour boire le jus, que ce soit shlakot ou que ce soit kvashim, patour aval assour. Patour minatora aval assour minera banan. Et la suite, pareil, vezetim va'anavim lo isrod ve'im sachat chayav chatat. Les olives et les raisins, il ne faut pas les presser. Et si jamais il l'a fait pendant Shabbat, il est chayav chatat. Rabbi Yochanan, lui également, va expliquer la configuration de la Braïta à sa façon. Rabbi Yochanan metaretz le ta'ameh. Sohatin kvashim letzorech ha-Shabbat. Avalo le motzei Shabbat. Echad kvashim vechad shlakot. On a le droit de presser des kvashim pour Shabbat et pas pour motzei Shabbat, que ce soit des kvashim ou des shlakot. Donc lui aussi, il a rajouté shlakot. Bamedvarim amurim, les goufan. Mais dans quel cas c'est permis? Que si c'était pour manger le solide et se débarrasser du liquide qui le gêne. Aval memehen lo isrot. Mais si c'est les memehen, lo isrot. Si c'est pour utiliser le jus, que ce soit shlakot ou kvashim, lo isrot. Faut pas presser. Veim sachat. Et si il a pressé, naasa kemi shesachat zetim va'anavim vechayav chatat. Il est considéré comme s'il avait pressé des olives ou des raisins, et donc c'est sûr qu'il est chayav chatat. Ça veut dire que lui, Rabbi Yochanan, il n'a pas expliqué la dernière phrase comme Rav Shmuel. Rav Shmuel, on traduit littéralement. Quelqu'un qui a pressé des olives et des raisins, lo isrod ve'im sachat chayav chatat. Lui, Rabbi Yochanan dit, les olives et les raisins, boker tov, c'est pas maintenant qu'il faut me le dire, ça on l'a déjà appris dans la Mishnah et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu es en train de me dire là? En fait, d'après lui, Zetim va'anavim, ce n'est qu'une référence. Comme quoi le Tana compare les kvashim ou shlakot à Zetim va'anavim. Quand tu prends Zetim va'anavim pour le jus, pour l'huile, tu es chayav chatat. C'est une évidence. Eh bien pareil pour kvashim ou shlakot. Si tu les presses pour leur jus, chayav chatat. La Gemara cite encore un enseignement à ce propos.
Amar Afriya bar Ashi Amarav. Dvar Torah, eno chayav, elal drissat zetim va'anavim bilvad. Ça, c'est une halakha, bel et bien connue, que Minatora, on est chayav pour la srita que pour zetim va'anavim. Que si on a écrasé des raisins ou des olives, uniquement, mais pas les autres fruits. Pour tous les autres fruits, étant donné que la majorité de l'utilisation, c'est de les manger en tant que solides et pas en tant que pour en faire du jus, eh bien, c'est que midérabanan, pour toutim verimonim, et pour certains, Bechlal, c'est complètement permis. Vechen tane deve Menaché. Et c'est ainsi qu'on a enseigné dans le Beth Midrash de Menaché. Dvar Torah eno chayav chatat, ela al drissat zetim va'anavim bilvad. Mina Torah, on n'est pas chayav que pour l'écrasement de zetim va'anavim seulement. Mais, dans cette baraïta, au nom de Menaché, on rajoute encore une autre halakha qui n'a rien à voir avec Ilchot Shabbat. Et là, on va sortir totalement du sujet. Ve'en ed mipi ed kasher, et là, les edut isha bilvad. La deuxième halakha, elle concerne ed mipi ed. Normalement, la Torah nous dit que alpi shenaim edim yakum davar. C'est sur la base de la déposition de 2 témoins qu'on va pouvoir établir un jugement. Mais il faut que ces témoins soient des témoins visuels et pas auditifs. C'est-à-dire qu'ils aient vu la chose et pas simplement qu'ils ont entendu par quelqu'un d'autre qui a vu. En ed mipi ed kasher, ela le edut isha bilvad. Il y a une exception. Hachamim ont dit que, bien qu'en général, la edut doit être directe et non pas de ce qu'on a entendu de quelqu'un d'autre qui raconte qu'il a vu, tout de même, pour une femme dont le mari a disparu et on ne sait pas ce qui est arrivé, et voilà qu'arrive quelqu'un et il nous raconte qu'il a entendu de quelqu'un d'autre qu'il a vu mourir, Hashem Yatzilenu, eh bien la halakha est que cette femme peut se remarier. Hachamim ont été matirim cette aguna et ils ont dit, Hachamim ont dit que cette femme peut se remarier sur la base de ed mipi ed. Comment ça se fait? J'ouvre une parenthèse comme ça juste pour ne pas être choqué. C'est que dans ma Sechet Yebamot, il est écrit, Ktubot aussi, que cette femme-là, si elle se remarie, c'est sûr qu'elle va vérifier que son mari est vraiment mort. Pourquoi? Parce que s'il n'est pas décédé, qu'il est encore vivant, et qu'elle s'est mariée à la va-vite avec quelqu'un d'autre, eh bien, Hachamim ont mis sur sa tête une épée Damoclès. C'est-à-dire, ils vont dire Tetse, misé ou misé. Il faut qu'elle divorce des deux, qu'elle prenne un guet des deux. Baneha mamzerim, misé ou misé. Et les enfants seront mamzerim de l'un, de l'autre. Et ensuite, en la lo mezonot, velo ketuba, velo belaot, elle perd tous ses droits financiers. Donc il y a tellement de pertes pour cette femme, pertes et fracas, à tel point que Hachamim ont dit Anan Sahade. Nous, on est témoins, on est sûr et certain que cette femme ne va pas se marier sans avoir vérifié à 100% que son mari est décédé. Ça s'appelle, en araméen, Isha Daika Umin Seva. Une femme, elle est médailleket avant de se remarier. Et sur la base de cette présomption, on peut lui permettre de se remarier. C'est comme si on avait 2 témoins que son mari est mort. Comment tu as 2 témoins? Eh bien, si tu vois qu'elle s'est remariée, c'est qu'elle a vérifié. Elle a dû voyager outre-mer, elle a dû vérifier, mener l'enquête, et donc elle ne va pas se marier à la va-vite, sachant pertinemment qu'elle a tout à perdre si son mari revient sain et sauf. Donc c'est la seule exception. Ibaya Léou. Jusqu'à présent, on a parlé de problème des Horaïta.
Alors, on a dit que Aed mipi Aed est disqualifié. Mais qu'en est-il pour un problème des Rabbanan? Par exemple, on a une halakha qui concerne le Bechor. Un Bechor, un animal qui est né en tant que premier-né, il est Kadosh. Kadesh li kol Bechor. Ba'adam ba'behema liu. Une vache qui a donné naissance à un premier veau, une brebis, un agneau, et ainsi de suite. Il est Kadosh. Qu'est-ce qu'on fait avec ce Bechor? On le donne au Kohen. Que fait-il avec? Eh bien, le Kohen, il doit l'apporter au Beth Amikdash. Là-bas, on fera la Shrita, Zrikat Adam, Haktarat Haimurim, après l'aspersion du sang et la combustion des graisses sur l'autel. Maintenant, le reste, le Kohen peut manger à Yerushalayim, intramuros à Yerushalayim. Mais quel est le din si ce Bechor qu'on a donné au Kohen a eu un moum, un défaut, donc il n'est plus sacrifiable? Le Kohen n'a pas besoin de voyager à Yerushalayim pour aller le sacrifier. Il peut lui faire la shrita, le manger ici. Il a juste un moum, un petit défaut, ça ne le rend pas tréfa. Alors maintenant, quel est le din si le Kohen nous dit, voilà, ce Bechor a un moum? Alors, on dit comme ça. Peut-être que Monsieur Cohen, c'est toi qui lui as fait un moum, tu lui as infligé un moum pour te débarrasser de tout l'effort nécessaire pour l'amener à Yerushalayim. Et donc, on te fait un knas et on ne te permet pas d'en profiter. Sauf si tu amènes un témoin qui témoigne, qui a vu comment c'est arrivé, que c'était vraiment tout seul. La bête, elle a sorti sa tête par un grillage, des barreaux, et elle s'est blessée, et c'est comme ça qu'elle s'est fait un moum. Peut-être que c'est toi qui lui as fait un moum, je te soupçonne. Il faut que tu m'apportes une edout, une personne qui vienne témoigner comme quoi ce n'est pas toi qui lui as fait ce défaut. Sinon, il y a Issour de Oraïta d'infliger un défaut à un Bechor. C'est écrit Kol mum lo yebo, Kol mum lo yehayebo. Hachamim ont fait la dracha pour dire interdit d'infliger un moum au Bechor, un korban quelconque aussi. Celui qui aurait fait cela, qui aurait transgressé le Issour de la Torah, il a infligé un moum au Bechor, eh bien Hachamim lui ont fait un knas. Ils lui ont dit, tu ne pourras pas jouir du fruit de ton erreur, de ton infraction. Ne crois pas que tu vas gagner quelque chose. Apporte un aide comme quoi c'est arrivé tout seul naturellement. En effet, dans ce cas, nous disons comme ça. Aide ehad kasher. Quel est le din si c'est aide mipi aide? Est-ce que Chachamim sont d'accord d'accepter ce témoignage, oui ou non? Mahloket. Rabbi Ami Assir, Verav Assi Charé. Rav Ami a dit que c'est assour. On ne peut pas laisser le Kohen manger sur la base de la déposition de Aed mi Pe'ed. Et Rav Assi Chari. Et Rav Assi a dit que c'est permis. Amar les Rav Ami, les Rav Assi. Rav Ami qui interdit va dire à Rav Assi qui permet. Vehatana deve menashia. En Aed mi Pe'ed kasher. Il a l'air d'Oudisha bilvad. Je comprends pas. Comment tu dis que c'est permis? Mais pourtant, Menaché, Tanelev Menashia, ils ont dit que c'est uniquement pour Aedut Isha, pour autoriser une Aguna. Alors on a toléré Aed mipi Aed. Mais c'est la seule exception. Alors il lui a dit comme ça. Ima, voilà comment il faut comprendre, comment il faut lire la Braïta et la comprendre. Ima, en général, la femme n'est pas apte à témoigner dans le Beddin. C'est écrit Ve'amdush ne anashim, anashim velo nashim. Donc la femme n'est pas kasher la edut, n'est pas kshera la edut. Mais il y a un cas exceptionnel où on accepte même la déposition d'une femme.
C'est dans quel cas? C'est pour autoriser une aguna. Si par exemple une femme te raconte que son mari est mort, que le mari, je veux dire, le mari de cette femme, on va dire Rachel et Léa. Si Rachel te raconte que le mari de Léa est mort, tu peux croire Rachel. Et tu peux autoriser à Léa d'aller se remarier. C'est une exception. D'accord? Alors, cette exception, elle est aussi pour le Bechor. Si une femme vient et te raconte, elle te dit, moi j'ai vu cette bête passer par les barrières, la clôture, et elle s'est blessée. Et donc ce Bechor, il a eu un moum. Et elle témoigne en faveur du Kohen, pour dire que le Kohen n'a pas besoin de voyager jusqu'à Yerushalayim, il peut en jouir immédiatement. Et on ne va pas lui faire un knas, on ne va pas le pénaliser, le sanctionner. Pourquoi? Il y a une femme qui nous raconte que cette bête s'est blessée naturellement. Alors, il y a deux cas de figure où la femme est qualifiée pour témoigner. Pour autoriser une aguna et pour autoriser le Kohen à jouir du Bechor directement. Ce Bechor Baal Moum. Alors maintenant, on va comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire Ed mi pi'ed? Que le Ed mi pi'ed eno kacher et là les edut isha bilvad. Ça veut dire là où tu permets à la femme d'être Ed, alors tu peux aussi, au Ed mi pi'ed, tu peux lui permettre de témoigner. Dans quel cas on a qualifié la femme? Dans le cas de Aguna et dans le cas de Bechor. Baal Moum. Eh bien pareil, Ed mi pi'ed est qualifié pour Aguna, ce qu'on appelle Edut Isha. Ainsi, il est qualifié pour le Bechor. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Edut Isha dans la Braïta? C'est pas Edut le Isha, et là c'est Edut Isha. Nous, on avait cru que c'est uniquement pour autoriser une femme aguna qu'on permet Ed mi pi'ed. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Tu autorises le Ed mi pi'ed dans tous les cas de figure où la femme est qualifiée pour sa Edut. Et dans quel cas? Deux cas. Autoriser une aguna, autoriser un Bechor. Ima, il faut dire, les Edut she'aisha ksherala bilvad. La Gemara raconte une histoire. Elle dit comme ça. Rav Yemar Achshar Ed mi pi'ed le Bechor. Il y avait un Rav qui s'appelait Rav Yemar. Et il a autorisé un Kohen de jouir de son Bechor Baal Moum grâce à un Ed mi pi'ed. Carré Ale Marimar, il y avait un autre Rav qui s'appelait Marimar. Marimar va critiquer Rav Yemar. Et il va dire de lui, Yemar Share Bukhra. il a dit, ce Rav Yemar, puisque c'était son ami, il appelait Yemar, il a dit Yemar Share Bukhra, il a autorisé un Bechor. Ça veut dire que, comme si il avait fait une avéra grave, il a dit qu'un Bechor est moutar, alors que Bechor il est kadosh, on n'a pas le droit de l'utiliser comme ça. Yemar Share Bukhra. Yemar a autorisé un Bechor. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas d'accord d'accepter Ed mi pi'ed. Alors la Gemara va trancher la halacha. Vehilcheta Ed mi pi'ed kacher le Bechor. La halacha finale, c'est que pour un Bechor, on peut qualifier même Ed mi pi'ed. Et maintenant la Gemara va conclure le sujet de la Mishnah. Halot devash. Vous vous rappelez ce qu'on avait appris dans la Mishnah? Que si on avait pris des pains de miel qui se trouvaient dans la ruche et on les avait écrasés avant Shabbat, eh bien, si le miel coule tout seul, quel est le din? Mahloket. Tanakama disait Assour, Rabbi Elazar disait Motar. Alors, Tanakama, il interdit, même si on a pressé avant Shabbat et que ça coule tout seul. Pourquoi il interdit?
c'est parce qu'il craint que si aujourd'hui tu lui permets, un jour il viendra à écraser même pendant Shabbat les pains de miel pour le miel. Mais Rabbi Elazar n'interdit pas. Il dit, en effet, on a interdit de presser les pains de miel, mais on n'a pas pour autant interdit de jouir du miel qui coule tout seul. Le miel qui coule tout seul, il n'y a pas de raison de l'interdire. Donc c'est bien cela, la raison de leur mahloket. Kiata Rav Oshaya Minehardea. À ce propos, la Gemara nous cite une histoire. Lorsque Rav Oshaya est venu de Nehardea, Ata ve'aite matnita biyade. Il est venu avec une baraïta dans sa main. Ça veut dire, en d'autres termes, il a enseigné à Nehardea une halakha. Qu'est-ce qu'elle dit, cette halakha? Zetim va'anavim sheriskan me'erev Shabbat v'yatsu me'atzman asurin. Ve'Rabbi Elazar ve'Rabbi Shimon matirin. Eh bien, on nous dit comme ça, que des raisins ou des olives qui ont été pressés avant Shabbat et que ça coule tout seul pendant Shabbat, c'est interdit, d'après Chachamim. Mais Rabbi Elazar et Rabbi Shimon matirin. Mais Rabbi Elazar et Rabbi Shimon autorisent. Très bien. Amar Rav Yosef, Gavra Yetera Atale Ashmoinan. Rav Yosef s'étonne. Et il dit, qu'est-ce qu'il vient nous enseigner? Rav Oshaya, un grand chidouche. En fait, il nous répète la Mishnah. Dans la Mishnah, on a déjà vu cette mahloket. La seule différence, c'est que dans la Mishnah, on avait dit que c'était Rabbi Elazar qui autorisait, et lui, il a rajouté Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Alors quoi, il est venu juste pour ajouter Gavra, un homme en plus, Rabbi Shimon. Amar le Abaye, qui était l'élève de Rabbi Yosef, va dire à son maître, Touva kamash ma'alan. Touva, ça veut dire beaucoup. Il vient nous enseigner beaucoup. Un grand chidouche. Pas seulement que Rabbi Shimon est d'accord avec Rabbi Elazar. Deim matniti navamina hatam hu demi'ikara uchla ulbasof ochla. Aval hacha demi'ikara uchla ulbasof mashke ima lo kamash ma'alan. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous dit, regarde la Mishnah, de quoi elle parle. Qu'est-ce qu'on avait vu dans la Mishnah? La Mishnah, Dafkuf Mem Gimel Amud Bet, là on avait vu la marloquette, c'était à propos de quoi? Halot devash sheriskan me'erev Shabbat ve'yatz'u me'atzman asurin ve'Rabbi Eliezer matir. Ça veut dire que la marloquette, c'était à propos du miel. Tandis que ici, la marloquette, c'est à propos de Zetim va'anavim. Eh bien, ce n'est pas pareil. S'il n'y avait que la Mishnah, j'aurais pu penser que pourquoi Rabbi Elazar a autorisé de boire le miel, plutôt de consommer le miel qui a coulé tout seul pendant Shabbat, parce que le miel avant qui ne coule, c'était du ochel. Et même maintenant, ça s'appelle encore ochel. Donc même si tu vas presser, même si tu vas concasser les pains de miel, la cire, pour obtenir le miel, il n'y a pas de issour de la Torah. C'est pour cela que Rabbi Elazar autorisait. Mais j'aurais pu penser que, aval hacha, mais ici, à propos de zetim va'anavim, des olives et des raisins qui ont été pressés avant Shabbat et qui continuent de couler pendant Shabbat, des merikara ochla ou le basof mashke. Avant, le jus était dans du ochel, mais maintenant qu'on l'a pressé, ça s'appelle du jus mashke, du liquide. Imalo, peut-être que Rabbi Elazar serait d'accord d'interdire, comme Hachamim qui interdisent à ce titre. Kamash ma'alan, c'est ça le chidouche. Le chidouche, c'est de dire que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon sont matirim, pas seulement dans le cas du miel, mais même dans le cas du jus de raisin et de l'huile d'olive. Bien que, au niveau des raisins et des olives, il y a un risque de Issour Torah, malgré tout, ils permettent.
Pourquoi? Parce que le jus, il coule tout seul. Tout a été pressé avant Shabbat. Ça a été concassé, pressé avant Shabbat. Et le jus, il coule de lui-même. Donc il n'y a aucun risque. Qu'est-ce que tu vas dire que peut-être une autre fois, un homme va se permettre de presser des raisins, de presser des olives? Une autre fois. Ma pitom, les gens ne sont pas bêtes. Ils ne feront pas cette confusion. Alors que Chachamim interdisent. Alors Chachamim interdisent pas seulement dans Zetim Va'anavim, mais même dans des pains de miel qui ont été concassés et pressés avant Shabbat et qui coulent tout seuls. Et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ils sont matirim, pas seulement par rapport au miel, mais même par rapport à Zetim Va'anavim. Et c'est un grand chidouche. La Mishnah a parlé du miel, la Braïta a parlé de Zetim Va'anavim. C'est un plus grand chidouche de dire que tu autorises le jus qui coule tout seul d'en jouir pendant Shabbat, bien que ce soit de Zetim Va'anavim. C'est un plus grand chidouche que le miel. Car le miel, même s'il va le presser pendant Shabbat, c'est pas un issour de la Torah. Ce n'est pas un issour de la Torah d'après Rabbi Elazar. Donc voilà la fin du sujet de cette Mishnah. La suite du Daf est beaucoup plus facile parce qu'après cela, on parle des Haggadot très intéressantes. Mais pour l'instant, je vous souhaite Shabbat Shalom Umevorach.